Bonjour Madame, Messieurs, bienvenue sur RTU2. On garde le contact sur vous, une émission interactive et en direct. Aujourd'hui, on parlera de la promesse de la colonisation et aussi est-ce que cette promesse a été tenue. Mais avant, l'on aimerait vous présenter ceux qui vont faire le chemin avec nous. Monsieur Siloué Founigué. Founigué, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, vous êtes le président du club panafricain universitaire. Voilà, votre domaine d'intervention, c'est de lutter pour que le continent africain soit plus reluisant à travers ses hommes et aussi à travers son savoir-faire. Merci beaucoup, Siloué, d'être là. En face de vous, monsieur Ismaël Diop. Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Homme de culture sur le continent africain, à cheval entre pas mal d'activités culturelles, ce qui vous donne le bagage nécessaire pour réagir aux différentes interrogations posées ici sur ce plateau. Merci encore d'être avec nous. Inabo Delors est juriste et aussi homme de culture. Il est avec nous depuis quelques semaines. Bonjour Inabo. Bonjour. Voilà, tout ce qui touche à l'Afrique vous touche et aussi vous arrivez avec brio à rendre clair des thèmes qui étaient jusque-là un peu flous dans la tête de pas mal de personnes. Merci encore une fois d'accepter l'invitation. En face de vous, monsieur Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Chérif. Bonjour Mohamed. Président de l'Institut des civilisations noires et aussi auteur de l'œuvre La dictature culturelle. Dans cette œuvre, vous faites le défenseur de la culture africaine. Vous trouvez qu'on peut bâtir beaucoup si on se base sur nos cultures et aussi vous emmenez une autre réforme de l'école. Vous trouvez que l'école ne correspond pas, l'école actuelle ne correspond pas aux besoins des Africains. Cette école-là forme des gens qui ignorent tout du continent. Alors vous souhaitez qu'on introduise à l'école de nouvelles valeurs, surtout des valeurs basées sur notre culture. C'est exact? Bien sûr. Merci. Hier, on s'est intéressé à l'élément déclencheur de la décolonisation. Est-ce que le colon qui avait des privilèges sur le continent a pris sur lui un matin pour arrêter cette colonisation, perdre ses privilèges, ou est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont milité dans le sens de la décolonisation? Voici la réponse de nos invités et aussi de vous intervenant sur Internet. L'élément déclencheur, comme il a été dit, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les deux superpuissances qui prennent le devant, qui sont anticolonialistes aussi. Parce que les États-Unis et l'URSS, les États-Unis à cause de leur passé, parce qu'eux-mêmes ont été colonisés, voilà, donc ils avaient le mépris des actes de la colonisation. Donc l'URSS, c'est pour une idéologie parce que la lutte entre les colonisés et la métropole était semblable un peu à la lutte des classes pour eux. Donc ces deux puissances déjà indexaient déjà et mettaient en avant le mauvais côté de la colonisation. Mais vous avez oublié quelque chose, la conférence de Bandung, qui est une conférence très importante à laquelle a participé des élites africaines qui reviennent et qui deviennent des nationalistes puissants. Vous avez des pionniers, ceux qui n'ont pas participé, mais Kenyatta, Nkrumah, Senghor, Houphouët-Boigny, qui vont initier à l'issue de cette conférence des luttes d'émancipation pour l'affranchissement des colonies africaines. Merci beaucoup. Pour pouvoir évoluer après l'indépendance, ou bien pour pouvoir prendre vraiment notre indépendance, il fallait faire la rupture carrément avec le modèle occidental, le modèle du colon. En réalité, il y a des États qui ont décidé de prendre l'indépendance en avance. Mais il ne suffit pas d'être radical ou d'être fâché pour obtenir certaines choses. Mais il faut réfléchir, est-ce que le peuple aussi est prêt à assumer ça avec toi en tant que chef d'État? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises là par certains dirigeants à l'époque qui étaient un peu, je pense, trop chauds. C'est la colonisation qui a donné les ailes, le savoir, la force et l'intrépidité aux premières élites africaines de réclamer cette décolonisation-là. Vous savez, il a été pris ici des personnes qui ont été englouties dans un système de formation différent du système primordial africain. On nous a introduits dans une éducation européanisée. Nos élites sont parties. Et une fois qu'elles ont acquis la connaissance et qu'elles se sont senties à même de pouvoir parler d'égal à égal avec l'ancien colon, la conscience est née à partir de là. Il y a eu trois grandes phases de cette décolonisation. Il y a eu une phase entre 1880 et 1900, la période de guerre, la résistance militaire. Et ensuite, il y a eu aussi une période de révolte
entre 1900 et 1930, et entre 1930 et 1960, maintenant la période de contestation. Il faut reconnaître que les Samori Touré, les Béhanzins, les Oumata et autres ont lutté contre ceci. On a des reines ici. J'ai plus souvent l'exemple de Mboye au Sénégal, qui a dit à Faidherbe en 1896 que le Sénégal n'appartient pas aux Français. Mais c'était la résistance. C'est à partir de là que la prise de conscience véritable a déclenché dans l'esprit des Africains. Sur les bases de vos connaissances, vous nous appellerez pour nous donner les éléments d'information nécessaires pour rendre plus clair le thème de décolonisation sur le continent africain, l'élément déclencheur et aussi est-ce que cette décolonisation a tenu promesse. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui tout en rassurant les internautes qui pourront réagir via l'adresse suivante facebook.com/on garde les contacts. En plus d'Internet, le micro est tendu à des personnes en ville pour réagir aux différents sujets. Nous sommes sur l'axe du temps. Après la colonisation, nous en sommes à la décolonisation. Les facteurs qui ont milité dans le sens de la décolonisation et aussi aujourd'hui, par extension, on essaiera de voir si cette décolonisation a tenu promesse. La colonisation a pris fin grâce à l'éveil de conscience de certains Africains, notamment en Amérique comme en Afrique. Bon, partant de là, il y a certains quand même colonisateurs qui ont bien compris qu'il fallait changer de méthode. Et voilà pourquoi de la barbarie, de la traite des nègres à la barbarie, ça a pris une autre forme, la forme économique. La colonisation, selon moi, a cessé du fait de la volonté de nos dirigeants africains de pouvoir s'autodéterminer et de prendre leur destin en main. La colonisation a eu plusieurs effets négatifs sur les peuples. Donc après plusieurs luttes et plusieurs marches, il y a eu la cessation de la colonisation en Afrique. Quand je parle de plusieurs luttes, il y a eu plusieurs présidents qui ont lutté pour que cette barbarie arrête, parce qu'on a vu que les Noirs en souffraient énormément. Retour ici en plateau et sur la toile. Première réaction, M. Boubacar Diawara. Il dit ceci, comme l'ont dit les anciens, quand le Mali obtenait son indépendance, De Gaulle disait ceci: c'est l'indépendance que vous voulez, prenez-la avec ses conséquences. C'est pour dire qu'il faut comprendre que l'indépendance n'est pas juste un titre. La promesse de l'indépendance a été de nous rendre dépendants du colon. La preuve, on ne décide pas de la devise monétaire, les textes juridiques sont quasi identiques. Le système éducatif est dicté et plus la transformation de la matière première, c'est ça qui a été la promesse de la colonisation. Nous allons commencer notre tour de table avec M. Seydina Chérif Ahmed. Alors, Seydina, l'élément déclencheur, hier, nous avons décortiqué l'affaire. Il y a eu d'abord la Seconde Guerre mondiale. Les pays colonisés vont aider les puissances à faire la guerre. Ensuite, le mythe du blanc va tomber. On va savoir qu'il ne s'agit pas de dieux ou encore de super-hommes. Il s'agit d'êtres humains comme nous. Et ensuite, des superpuissances, les grands leaders comme les États-Unis et la Russie vont jeter vraiment les bases, vont lancer une charte qui tendait à faire en sorte qu'il fallait libérer les territoires colonisés. Mais il fallait aussi souligner l'action des Africains eux-mêmes. Inabo l'a dit ici hier, on n'en parle pas beaucoup. La prise de conscience, les mouvements de nationalisme ont poussé vraiment les puissances, les métropoles à progressivement libérer les territoires. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qu'on va appeler la promesse de la décolonisation. Cette décolonisation devait déboucher sur certaines réformes. Est-ce que ces réformes-là ont vu le jour? Bien. Ce que je voulais dire, je souhaiterais qu'on aille plus loin par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que bien avant la Deuxième Guerre mondiale, je l'ai dit déjà, les Samori Touré, les Africains étaient déjà contre, parce que les Africains ne sont pas assez passifs vis-à-vis de cette barbarie étrangère. Donc les Africains ont déjà lutté depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale.
La Deuxième Guerre mondiale, bon, écoutez, peut-être qu'il y a des références qui partent à pas de là pour essayer de tuer la bravoure de nos héros. Donc, c'est très important de vraiment bien préciser que nous avons commencé déjà ici de pouvoir lutter, résister contre la colonisation. Bien, maintenant, les promesses de la décolonisation n'ont pas été tenues parce que la colonisation, c'était quoi dans l'objectif de l'Européen? L'objectif est clairement établi, c'était de venir civiliser des gens qui étaient barbares. Voilà ce qu'ils avaient dit. Bien vrai qu'il y avait quand même des intentions cachées que le frère a eu à expliquer plusieurs fois ici, le frère Inabo a expliqué plusieurs fois ici, mais ce qu'ils ont dit au monde entier, c'était de venir civiliser des Africains qui étaient dans la barbarie. Alors, donc, après cette colonisation, ils nous ont laissé encore dans la barbarie. C'est-à-dire que ce que nous n'étions pas avant, c'est dans cette situation qu'ils nous ont laissé. Parce que voyez-vous qu'à partir de 1960, c'est là qu'on parle de la décolonisation, à partir de 1960. Mais de 1960 à 1970, il y a eu combien de coups d'État en Afrique? Près de 15 coups d'État en Afrique. Au Togo, au Burkina, au Mali, partout, il y a eu des coups d'État en Afrique. Et comme l'intendant venait de le dire, au lieu peut-être de pouvoir améliorer peut-être la culture que nous avions ici, ou bien l'organisation qu'ils ont trouvée ici, ils ont envoyé l'humiliation quand même en Afrique. Ils ont envoyé l'humiliation, ils ont envoyé de telle sorte qu'il y a désobéissance parce qu'on a vu nos chefs qui étaient traînés dans la boue par ces colons. Donc il y a eu plein de problèmes. Ce qui a fait que quand ils sont partis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à vivre la rébellion ici, nous continuons à vivre la famine, parce que dites-vous que l'introduction de la famine en Afrique vient de la colonisation, parce qu'ils ont développé plutôt l'agriculture d'exportation par rapport à l'agriculture de consommation locale. Vous voyez? Donc, tous ces problèmes ont été introduits ici à partir de la colonisation. Est-ce qu'on s'est réjoui pour rien de la colonisation à la décolonisation? Rien n'a changé? Bonnet blanc, blanc, bonnet. On ne peut pas dire que rien n'a changé. Déjà, même quand on voit le comportement des leaders nationalistes, elle a été forgée par la guerre. Pourquoi on fait la guerre? Pour avoir la liberté. Donc, à partir de ce moment-là, quand on te donne une partie de liberté, il faut maintenant être responsable. Parce que la grande question, c'est là. Est-ce que c'est forcément les autres, en ce moment précis, qui nous ont enfoncés, ou c'est nous qui n'avons pas pris notre responsabilité? Parce que, après avoir donné notre indépendance, qu'est-ce que nos leaders ont fait pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation de famine ou dans la situation de guerre? Est-ce que, comme hier je l'ai dit, est-ce qu'il fallait faire une rupture totale avec la gestion coloniale ou il fallait prendre ses responsabilités et retourner dans notre gestion qui est adaptée à notre culture? Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'après l'indépendance, qu'on continue à dire que c'est les séquelles de la colonisation qui nous mènent dans cet état où nous sommes. Vous pensez la même chose, Siloué? Vous croyez qu'on a changé de mots, mais la réalité est la même? Bien entendu, vous savez, lorsque le général de Gaulle, à la conférence de Brazzaville, il parle de réforme de la colonisation, bien entendu, après les indépendances, rien n'a été fait. Parce que notre mode de gouvernement a été dicté, parce qu'en ce moment aussi, n'oubliez pas que nous étions dans une phase de bipolarisation aussi, avec les capitalistes qui voulaient forcément s'imposer. Donc tout cela a fait que nous n'avons pas pu, à partir de l'indépendance politique, pouvoir fonder une indépendance économique qui puisse être à la hauteur des attentes de nos populations. C'est là où nos leaders, peut-être, juste après la colonisation, ont peut-être péché. Voilà, je pourrais dire comme ça qu'ils sont nombreux à manquer de cran. Parce que vous savez, la colonisation, lorsque la colonisation avançait, elle prenait des peuples pour soumettre les voisins. Donc ça crée des divorces énormes. Donc aujourd'hui, quand le grand frère Seydina parle de famine et de guerre, je pense que ces tensions encore ont dû conduire à cela. Est-ce qu'on n'attendait pas trop et exagérément des choses de la décolonisation au point qu'on en soit déçu aujourd'hui, Inabo? En fait, la question me fait sourire parce que on attendait beaucoup de choses, mais on n'attendait pas tous les mêmes choses. Et pourquoi je le dis? Le blanc nous a redonné nos pays. Il a dit, on vous redonne vos pays. Et ce qui est évident, c'est que sa présence physique sur notre territoire a disparu.
la présence des différents gouverneurs et autres, tout ça de type occidentaux qu'on avait ici, a laissé la place à une nouvelle race de dirigeants, cette fois-ci africains. OK? La vraie question est-ce que le système a changé quand les hommes ont changé? Voici la question à laquelle il faut répondre. Et la réponse évidente est que le système n'a pas changé quand les hommes ont changé. Le système n'a pas changé parce que les hommes qui ont été mis à la tête, je précise bien, qui ont été mis, je n'ai pas dit dont les peuples décolonisés se sont dotés. Les hommes qui ont été mis à la tête de ces États fraîchement indépendants l'ont été mis par le colon et ont été mis avec la science, le savoir et la manière de faire du colon. Donc le système a continué de perdurer. Et justement, c'est ce qui a abouti à toutes ces vagues d'instabilité dont parlait Seydina tout à l'heure, les coups de force, les coups d'État et toutes sortes de mutineries de tout genre. Le peuple profond ne voulait plus du système. Notre élite a pensé que c'était les hommes blancs qu'on ne voulait plus. Donc ils sont venus dans leur peau noire, mais ils ont continué le système du blanc. Et c'est de là que la dégringolade s'est opérée et nous avons perdu le chemin. Je dis bien perdu le chemin parce qu'on ne s'est pas engagé pleinement dans la manière de faire des Occidentaux, mais on s'est engagé dans une déroute véritable où tout est parti en dégringolade. Le système, comment dirais-je, économique que le blanc a mis sur pied avant de s'en aller, on n'a pas pu le tenir. Le système de santé non plus, le système économique, le système politique. Vu qu'on avait déjà perdu notre culture, on s'est dit qu'il faut tout faire pour être le plus fort militairement. Pourtant, sur ce plan-là aussi, c'était déjà perdu. Le blanc est parti, mais il avait encore ses canons et ses canonniers sur place. D'accord, très bien. Il est dans le même sens que vous, hein. Boukaba Diawara, il le dit, la promesse de l'indépendance a été de nous rendre dépendants du colon. La preuve, on ne décide pas de notre devise monétaire, les textes juridiques sont quasi identiques. Le système n'a pas changé. Le système n'a pas changé. Seydina, ce que je voulais dire au frère Diop, c'est vrai que on peut s'accuser pour dire que nos dirigeants n'ont pas pris les responsabilités. Mais ce qu'il faut qu'on Diop puisse comprendre, c'est que la colonisation a installé deux grandes choses dans le cœur des Africains, la peur et la haine. La peur et la haine. Alors, ça fait que ceux qui sont venus peut-être juste au pouvoir, de l'ordre a dit, ne sont pas venus peut-être par des élections où on voulait forcément que ces personnes soient là. Mais les gens sont au pouvoir avec la peur dans le ventre. Comment? Quel genre de peur? Mais écoutez, les coups d'État qui ont suivi tout de suite. Parce qu'il y a des exemples qui sont tout près là. Il y a des coups d'État, un coup d'État se passe là parce que tel président a voulu peut-être prendre ses responsabilités par rapport à telle ou telle disposition. Mais vous qui êtes ici, si vous pensez peut-être de la même manière, vous allez vous ranger un peu. Vous allez vous ranger un peu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ils ont frappé, ils ont engagé la barbarie pour faire peur aux uns aux autres. Je reconnais, c'est vrai, je reconnais que quand on est leader, il faut qu'on lutte pas pour soi-même, on lutte pour le peuple. Je reconnais que d'une manière ou d'une autre, ceux qui étaient là pouvaient prendre les responsabilités. Mais ceux qui ont pris les responsabilités, comme, comment on appelle ça, Sékou Touré, on a vu quels sont les problèmes que l'État guinéen a eu, que ce soit autour ou que ce soit à l'étranger. Ceux qui étaient comme, comment on appelle ça, comme un Nkrumah, on sait, après les 66, mais 68, je ne me rappelle pas bien, il y a eu un coup d'État. Et au Mali, il y a eu un coup d'État. Donc, tous ces problèmes ont, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, ont fait de telle sorte qu'il y a certains chefs d'État qui sont restés comme des marionnettes, peut-être pour pouvoir sauver les vies. Donc, ça, c'est un fait qu'il faut noter. Mais je ne dis pas que ça va justifier le fait qu'ils s'asseyent comme ça pour être dictés de l'extérieur. D'accord. Mais c'est un fait qu'il faut noter. Alors, on vous amène à quelques heures de la décolonisation. Dès qu'on a annoncé la nouvelle, ce qui s'est passé réellement dans certaines parties du continent africain et même en Occident. Un phénomène net, indiscutable, universel est apparu entre les deux guerres, c'est la décolonisation. Décoloniser, c'est le fait de reconnaître l'émancipation d'un peuple. On assiste ainsi à la naissance de nouvelles nations. La décolonisation, mot que vous ne trouverez dans aucun dictionnaire, caractérise le XXe siècle. Mais quelles furent les nations colonisatrices dans le monde? À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, 8 nations possédaient un empire colonial. Il s'agissait de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et également le Danemark. En dehors de l'Europe,
2 grands pays possédaient également des colonies. Il s'agissait des États-Unis d'Amérique du Nord et du Japon. Avant 1914, l'Allemagne possédait un empire colonial, de même que la Russie, mais vous savez que celui de l'Allemagne fut partagé entre les Alliés, et puis la Russie, du fait de sa mutation politique, a transformé ses colonies en républiques membres de l'URSS. Voilà, 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous êtes à l'étranger et facebook.com/on garde contact pour ceux qui sont habiles avec un smartphone, un téléphone, une tablette pour réagir à la question suivante. Quelle était la promesse de la décolonisation? Qu'est-ce qu'on attendait vraiment de cette situation-là et est-ce que cette promesse a été tenue? Voilà, parce que nous subissons peut-être les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Alors, les mêmes causes pouvant produire les mêmes effets, il est toujours très important de se rappeler de ce qui s'est passé parce que ce qui a été possible hier peut aujourd'hui être possible si et seulement si on ne prête pas attention ou encore si et seulement si on se met sérieusement au travail. Quand on se situe d'un côté ou d'un autre, on peut soit endiguer les effets de ce qui se sont passés hier ou encore leur donner libre cours. À tout à l'heure. On ne comprend pas parce qu'on n'avait pas la science. Que c'est en se basant sur mes valeurs qu'on fait venir un prophète. J'ai le droit de réclamer que ce prophète soit africain comme moi. Il y a à boire et à manger. Mais regardez, c'est monsieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui de fait. Ça, c'est carrément différent. Il y a des conditions, il y a la charte des artistes. J'ai le droit, si on me dit. Petit budget, petite opération. On ne peut pas développer un monde où les Noirs sont développés et puis tout le monde est à la traîne. Sans téléphone et puis je parle à quelqu'un qui a un Amérique, comment il peut l'expliquer scientifiquement? Ça s'appelle la télépathie. La science ne peut jamais expliquer ça. Ne soyons pas naïfs. Le contact. La décolonisation est le processus d'émancipation des empires coloniaux vis-à-vis des métropoles colonisatrices. Celle de l'Afrique correspond au retrait des puissances coloniales après la Seconde Guerre mondiale. Quels ont été les éléments déclencheurs de la décolonisation en Afrique? Pour en parler, rendez-vous lundi, mardi à partir de 13h30 en direct sur RTI 2 dans votre émission On garde le contact. Et le mercredi sera bien entendu consacré au rôle joué par la culture africaine dans ce processus de décolonisation. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI 2. Vous avez enfin la parole. Le bonjour à toutes les capitales connectées sur ce programme et aussi on salue tous les QG dans les quartiers, les communes. On sait qu'il y a beaucoup de QG et d'attroupements pour suivre. On garde le contact et le débat continue généralement jusqu'à très tard. Et vous avez tout à fait raison parce que pour faire bouger les lignes, il faut vraiment se mettre dans la danse et aussi se mettre en ordre de bataille. On va commencer par le premier point, Diop. Qu'est-ce que devait être la décolonisation? De quel ordre ça devait accoucher? Ça devait accoucher d'États émancipés, États vraiment qui se prennent en charge, qui essaient de développer une politique qui répond à la demande de son environnement, de son peuple, et qui ne devait pas avoir de pression extérieure. Peut-être on pouvait aller plus loin, créer un seul bloc entre nations africaines, peut-être que ça serait plus facile pour nous, puisque ça a été toujours divisé pour régner et puisqu'on était aussi en rang dispersé, il y a eu le poids de la domination qui existe jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Dimbokro, les autres prennent note. Hein. Dimbokro, M. Kwaku est en ligne. Bonjour Kwaku. Ouais. Monsieur Kwaku, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous Kwaku. Alors, aujourd'hui nous parlons de la décolonisation et de ses effets. Croyez-vous que la décolonisation a respecté sa promesse?
Bon, ce que je veux dire, c'est que la décolonisation avait respecté sa promesse. Aujourd'hui, là, nous ne serons pas là en train de tergiverser encore. Voilà. Ça veut dire que rien n'a été fait. Voilà. La colonisation, la décolonisation, pour moi, c'est rien, quoi. Donc, pour vous, Voilà. décolonisation à décolonisation, on a changé simplement de mots. La réalité est la même, a été la même. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un jeu de mots, c'est tout. Sinon, rien n'a été changé. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Malheureusement, ces unités l'ont certainement lâché. Monsieur Siloué, de quel ordre devait accoucher la décolonisation selon vous? Il faut dire que la décolonisation, je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'indépendance nous a été octroyée. Et on parle surtout d'indépendance octroyée. Parce que les gens ont compris, lorsque nos leaders nationalistes ont poussé les gens dans la rue, ils ont fait la course de vitesse véritablement pour diviser, pour mieux régner, pour pérenniser un peu les frontières coloniales qui sont en réalité des traces de coups de couteau qui aujourd'hui nous empêchent véritablement de pouvoir entrevoir un État fédéral africain solide qui puisse faire face véritablement aux défis du continent. Je pense que c'est l'ambition véritablement du colonisateur. Parce que là, ils sont partis, mais ils ont bien voulu nous maintenir dans un système qui fait en sorte que nous puissions les être redevables. Quand nous avons les communautés, les différentes communautés avec le Royaume-Uni qui fait le Commonwealth, pour succéder un peu à la colonisation, les Français qui font la communauté française, tout ça, et je pense qu'il n'y a toujours pas lieu de dire que l'ordre, c'est un ordre qui nous a été... D'accord. Donc, très bien, merci. Nous allons à Ouagadougou, sinon Bamako. On va au Burkina Faso, voilà. Au Burkina Faso, téléspectateurs en ligne. Bonjour, Aboubacar. Bonjour, comment vous allez? Non, ça va très bien, Aboubacar. Merci d'être avec nous. Ok. Merci bien pour votre émission. Et allô? Oui, allô, vous êtes en direct, Aboubacar. Ok, d'accord. Merci bien pour votre émission. Oui. Et je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité d'avoir des personnes qui interviennent sur votre plateau. Oh, oui. Donc, par rapport au terme, hier, je voulais intervenir. Et je voulais quand même dire que par rapport à la colonisation, par rapport d'abord à la colonisation, je souscris entièrement à ce que Cyrina disait hier par rapport aux éléments déclencheurs. Mais je crois que ça serait un long processus, il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'esclavage, quand je prends l'esclavage, ça a duré près de 3 siècles. Aujourd'hui, depuis 1960 à aujourd'hui, nous sommes à près de 60 ans. Et je crois qu'il y a tout un travail qu'il faut faire. Et ce travail, vous savez que hier, Ferdinand disait, nous avons eu des leaders qui ont voulu impulser une dynamique au niveau des continents africains, mais malheureusement, ils ont été freinés dans leur élan. Quand vous prenez tout récemment ce qui concerne notre pays, tout le monde sait aujourd'hui que les valeurs, l'esprit de M. Thomas Sankara, que Thomas Sankara a eu véhiculé au Burkina, ça a été estompé 4 ans après. Et tout le monde sait les chantiers qu'il a engagés. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le travail est encore immense. Il faut continuer la sensibilisation. D'accord. Et c'est pour ça que nous avons une forme. Ok, Aboubacar, on a un souci de confort d'écoute. Aboubacar, on a un souci. Vous allez revenir certainement. Aboubacar. Si on se met dans sa veine ou sur son chemin, on se rend compte qu'il peut s'agir d'un processus. Peut-être que c'est de façon hâtive qu'on peut tenter de faire des conclusions maintenant. Non, il s'agit d'un processus, c'est clair. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est sur la notion de mouvement hâtif ou pas. En fait, je voudrais revenir sur un petit fait psychologique, d'ordre psychologique. Il faut 21 jours à répéter la même action pour en faire une habitude. Ça, c'est démontré. Celui qui se permet de s'addicter à une mangue tous les jours à 10 heures, au bout de 21 jours, ça devient une habitude pour son organisme. Nous sortons d'un système où nous avons été enracinés dans un moule différent du nôtre. Et cela a duré 70 années. On se comprend? Très bien. On ne vous lâche pas d'une telle prison en espérant que votre comportement puisse changer du jour au lendemain, en 1 an ou 2. Par contre, ce qu'il aurait dû
ce qui aurait dû se passer au sortir de la décolonisation, c'est un changement de système. Ce qui s'est passé, c'est que l'élite qui a conduit à la décolonisation en Afrique avait fait des propositions. Mais on a mis à la tête de nos États des politiques, des gens qui collaboraient déjà avec l'occidental du temps de la colonisation, des gens qui étaient députés dans leurs assemblées, qui étaient ministres avec eux, qui étaient chargés des missions, etc. Ils sont remplis d'un système occidentalisé qui ne permettait pas la renaissance de l'Afrique libre. La décolonisation signifie permettre l'émancipation. Or, s'émanciper, c'est s'affranchir, se libérer. Ce n'est pas continuer quelque chose, fût-ce sous un autre format. C'est une libération totale et définitive à tout point de vue. Il fallait donner la place à ceux qui voulaient essayer autre chose, plutôt que ceux qui voulaient continuer rien qu'avec une peau noire. C'est ce qui s'est passé, voilà pourquoi rien n'a bougé. D'accord. Promesse tenue ou non, Diop, Seydina et Sylvie, vous allez réagir tout à l'heure. Nous allons à Bamako retrouver M. Obama, c'est un surnom. Hein? Obama est en ligne depuis Bamako, c'est au Mali. Bonjour Obama. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de la capitale de Bamako. Oui, je suis à Bamako. J'appelle par rapport à la colonisation ou bien décolonisation. Très bien, voilà, c'est un jeu de mots là. Bon, pas un jeu de mots forcément, mais deux étapes, colonisation, décolonisation. C'est bonnet blanc, blanc bonnet selon vous? Pour moi, il n'y a pas de différence. On est tous colonisés par les blancs. Parce que c'est eux qui amènent leur chef. On a des variations. On a des variations, Obama. Vous pourrez nous rappeler, on a des variations, on a un problème de confort d'écoute. Hein, 225 22 42 54. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Mali. Seydina, à la suite de Inabo. Bien, je pense que Inabo a totalement raison. Aujourd'hui, on s'entend très bien. Je pense que la décolonisation devait être culturelle d'abord. Ça devait être culturel et on devrait réhabiliter notre culture qui devait maintenant influencer les institutions qui allaient sortir. Qu'est-ce que la culture a subi en temps? Je viens. Qui devait influencer les institutions qui allaient sortir et les hommes qui allaient incarner ces institutions-là. Parce que, quel que soit X, avant la colonisation, il faut qu'on ait le courage de le dire et c'est réel. Nous étions organisés. On avait nos traditions, on avait nos lois, on avait nos coutumes. Je pense que la colonisation est venue mettre un frein à cela. Je pense que ceux qui, après le départ du colon, ont pris le pouvoir, devraient maintenant s'inspirer de la réalité de nos peuples, c'est-à-dire que de nos traditions et autres, et construire ou bien créer nos constitutions. Parce qu'il faut reconnaître que, je prends l'exemple du Ghana, la constitution du Ghana a été faite à 80% par les Anglais. C'était la condition pour que comment on appelle ça? Kwame Nkrumah puisse accepter l'indépendance. Alors, c'est une constitution qui va maintenant, je vais dire, gérer un peuple. Un peuple qui ne va pas se reconnaître dans cette constitution parce qu'elle a été faite par des intellectuels étrangers. Voyez-vous, si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, si la constitution de la Côte d'Ivoire était basée sur les 60 ethnies, c'est-à-dire si c'était une tradition de ces 60 ethnies, tous les Ivoiriens allaient se reconnaître dans cette constitution. Est-ce que vous comprenez? Et ça allait créer encore la cohésion sociale. Ça allait créer la stabilité politique, ça allait créer la paix. Vous croyez que ce n'est pas le cas? Non, les constitutions ici en Afrique, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement le cas. Ici en Afrique, les lois et autres sont, les constitutions viennent de l'étranger. Voilà. Justement. C'est des textes qui ont été rédigés par l'Occident et qui nous ont été donnés. Voilà. Quand le blanc rédige un texte, parce que son ami qui a été ministre avec lui va être à la tête du pays qu'il s'apprête à laisser, tout s'explique par soi-même. Justement, voilà. Okay. Donc pour finir, la décolonisation devait être culturelle d'abord, pour moi. Il y a des retours depuis Dimokro, M. Kwaku. Nous espérons que la connexion sera à la hauteur cette fois. Kwaku, bonjour. Oui, en fait, j'étais en train de dire que la colonisation, la décolonisation, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Très bien. Allons-y alors. Vous développez ça? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le système. Voilà. Parce que les Blancs sont partis, mais leur système est resté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, les Noirs qui sommes là, faisions une rupture totale avec l'ancien système pour que nous-mêmes, nous ayons, comme on appelle, nous-mêmes, notre système à nous. D'accord. Quand vous parlez de système, derrière le mot système, on met quoi? Il y a quoi dans cette enveloppe de système?
Bon, le système, c'est les accords qu'ils ont signés avant, le système économique, le mode de politique, tout ça et autres, c'est tout ça qu'il faut supprimer parce que c'est pas bon. Je ne suis pas sûr que Diop sera d'accord avec vous. Mais c'est quoi que vous restez pas forcément en ligne, mais suivez via l'écran. Diop va réagir tout à l'heure. Diop, est-ce que émancipation veut dire rupture totale de collaboration, rupture totale d'échange avec les autres? Parce que cette notion aussi, il faut bien l'expliquer. L'Afrique aux Africains, l'Afrique aux Noirs, il faut un savoir-faire africain. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas son mauvais côté? Déjà, ça dépend de l'interprétation qu'on donne à l'Afrique aux Africains. Parce que plusieurs panafricanistes pensent que l'Afrique aux Africains, c'est ne pas collaborer avec les autres ou bien faire la rupture totale avec les autres. C'est pas ça. L'Afrique aux Africains, c'est éduquer nos enfants, les former de telle sorte que cette élite qui va venir puisse industrialiser l'Afrique, puisse mener vraiment des politiques qui pourront développer l'Afrique. C'est ça la base. Maintenant, où nous sommes, il n'y a pas de rupture possible, c'est fini là. C'était après l'indépendance, juste après l'indépendance, il fallait avoir des leaders. Je ne les accuse pas totalement parce qu'on a obtenu certaines choses, mais il fallait avoir des leaders qui allaient créer directement la rupture juste après l'indépendance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Maintenant, lorsqu'ils ont refusé de créer la rupture, ils ont voulu continuer dans un système, mais on n'avait pas les ressources humaines pour pouvoir tenir ce système. C'est pourquoi nous sommes restés encore sous la domination du colon. Parce qu'il y avait combien d'intellectuels qui pouvaient tenir ce système-là? Ça n'existe presque plus. Mais aujourd'hui, on a la chance. Comme je vous dis, on est indépendant depuis 50 ans, mais aujourd'hui, on nous compare aux grandes nations. On veut que l'Afrique, ces jeunes nations-là, gèrent comme les Européens gèrent. C'est parce qu'il y a une élite qui s'est créée, il y a les ressources maintenant humaines il faut juste, avec le potentiel qu'on a, adapter maintenant. Parce qu'il n'y a plus possibilité de faire un changement radical. Voilà. Maintenant, il faut adapter à notre réalité. Sur les moyens humains. Aux Africains, je ne suis pas d'accord avec ce que Diop a dit. Aucun panafricain ne pense que l'Afrique... Non. Le panafricanisme, c'est l'humanisme. Déjà, ça dépend des situations vécues. Par exemple, les panafricanistes qui sont en Antilles, c'est proche du racisme, en fait. Et moi, je suis contre ça. Le panafricanisme, c'est de l'humanisme. Ça, c'est la définition première du panafricanisme. Donc, aucun panafricain n'est raciste. Mais, je viens. Ça frôle. S'il te plaît, aucun panafricain n'est raciste. Le panafricain dit qu'il faut que l'Afrique se mette, il faut que les pays africains se mettent ensemble. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'on se mette ensemble en se basant sur nos cultures pour créer notre théorie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une rupture, en guillemets, sauvage avec les autres peuples. S'il te plaît. Si vous permettez, Seydina, le panafricanisme, effectivement, je conviens que ce n'est pas du racisme. Si on se base sur la définition même, Pan-Africa, ça veut dire avec l'Afrique. C'est un mouvement de mise together, comme les anglophones disent. Mais en quoi même nos premiers dirigeants qui ont émis cette idée voulaient faire du panafricanisme? Observez bien, en Afrique, il n'y avait aucune industrialisation. On a du café, de la canne à sucre, du riz, etc. Tout ce qu'il faut. Mais on ne produit rien. L'économie dans laquelle les Blancs nous ont introduite, c'est une économie de production, d'industrialisation, où le plus riche est celui qui transforme. Dans tout un continent, on n'a aucune unité de transformation. Quand un gars comme Kwame Nkrumah vous parle de panafricanisme, il est en train de dire, en Côte d'Ivoire et au Ghana, il y a de l'or, du café et du cacao. Je ne veux pas qu'on mette ça dans des bateaux pour aller transformer ça en Europe. Je souhaite que nos enfants qui sont allés se former là-bas reviennent ici, nous disent quelle est la technologie qui est appropriée pour transformer localement. Son intention n'était pas de sortir du système de la formation, mais de faire bénéficier à son Afrique des retombées de ce système. Et pour terminer sur la question, si un blanc porte tout à l'heure un t-shirt
et puis il écrit « I'm white and proud », je suis blanc et fier, il y a 99% de chances qu'on le taxe de raciste. Si un noir fait la même chose, « I'm black and proud », personne ne trouverait en cela de... Voilà. Il faut laisser les clichés en paix et puis travailler sur le fond. C'est là que vient la théorie. Quand on parle d'industrialisation, c'est que les États sont prêts à former leurs enfants. Par exemple, quand on prend le cas de la Chine, non, je viens... Non, les pays reposent sur l'agriculture. Houphouët-Boigny est en train de dire, nous, soyons agriculteurs. Voilà le message de le succès de ce pays repose. Donc pour l'agriculture, on ne va pas à l'école, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Mais les grands agriculteurs... Je parle du manque de transformation. On est déjà agriculteur par essence. La terre d'Afrique produit plus que n'importe quel autre. Je vais parler comme toi, si tu me permets. Il faut passer à une autre étape où il faut transformer les richesses locales. Parce qu'il faut faire attention à la théorie. Quand les États africains, par exemple, ne financent pas d'études d'enfants africains. Quand on prend le cas de la Chine, tout le monde parle du cas de la Chine. Oui, la Chine a évolué par rapport à sa culture, mais la Chine a financé les études de ses enfants. Aujourd'hui, quand tu prends tous les enfants africains qui étudient à l'extérieur de ce pays-là, ils sont financés par leurs parents. Donc, ils n'ont pas de devoir moral envers l'État. Il faudrait que l'État... Il n'en a pas été comme ça de tout temps. Okay. Je me souviens qu'il y a une période, moi mes professeurs qui m'ont enseigné à l'université par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a une époque où on venait vous prendre de force pour aller faire le cycle supérieur en France? Bien sûr. Vous êtes informé de cela? On venait vous prendre de force pour aller vous former en France et revenir travailler. Qui nous prenait de force? D'accord. Excusez-moi, Diop, on ne va pas trop tirer sur cette partie. On va rester dans la promesse et aussi si ces promesses ont été tenues en sortant de la colonisation. Monsieur, il est à Kounfao, Monsieur Sako, voilà. Monsieur Sako est à Kounfao. Il a passé du temps au standard. Sako, excusez-nous, vous avez passé du temps au standard, mais ça a été bénéfique quand même. Vous avez pu entendre beaucoup de choses. Oui. On voudrait savoir, vous, votre regard sur colonisation et décolonisation. On est passé d'une étape à une autre sans changer beaucoup de choses. Oui. Alors, Mohamed, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas en vouloir à nos leaders, à l'indépendance. Parce que ce que j'entends sur le plateau, là, vraiment, ça me laisse perplexe. Très bien. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, qui accède à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire était l'une des dernières colonies françaises où il n'y avait rien du tout. Mais en moins de 10 ans, les dirigeants ont fait de ce pays le principal pays moteur de l'Afrique en moins de 10 ans. Donc quelque chose a été fait. Il ne faut pas, balayer du revers de la main tout ce qui a été fait. Nos dirigeants ont fait ce qu'il fallait, de mon point de vue. Parce que quand on prend la Côte d'Ivoire en 1950 et on la prend actuellement, ou par exemple dans les années 80, on voit qu'un travail a été abattu. Voilà, on ne peut pas parler de ça du revers de la main. Oui, mais maintenant, quand j'entends... Monsieur Sako, oui. Par moment, les réactions s'étendent jusqu'à aujourd'hui, mais on se situe là bien avant les indépendances. Hein. On est au stade de la décolonisation, même pas encore dans les indépendances. Donc, c'est pour dire en fait que la décolonisation a tenu, pour moi, a tenu à 50% ses promesses. D'accord, très bien. A tenu ses promesses. Parce qu'avant la colonisation, en Côte d'Ivoire ici, il n'y avait pas plus de 10 bacheliers. Aujourd'hui, on a combien de bacheliers? Il y en a à l'appel. Quand vous sortez de la décolonisation, vous héritez d'un État moderne avec un système politique occidental. Mais cet État, vous le direz comment? Si vous ne collaborez pas avec le boulon. Vos cadres, votre élite, vous la formez comment? Vous serez hors circuit. Est-ce qu'on envoie les cadres au Kouro ou on envoie les cadres dans les écoles pour pouvoir les perfectionner pour qu'ils puissent diriger l'État en question? D'accord. Merci beaucoup. Ce sont des questions, ce sont des vraies questions. Merci Siako, merci, bien noté. Siloué, vous qui êtes du club panafricain universitaire, voilà, il trouve que de colonisation à décolonisation, il y a eu des acquis quand même sur lesquels il ne faudrait pas cracher. Il donne ces exemples et il s'appuie sur des exemples concrets. Effectivement, ici, notre pays, la Côte d'Ivoire,
il faut dire que les acquis que nous avons aujourd'hui, nous pouvons parler en termes de développement. Il est clair que le développement que nous envisageons aujourd'hui doit avoir une identité africaine. Vous savez, en Afrique et dans la plupart des cultures africaines, l'éducation était réservée à une tranche d'âge. Il y avait une tranche d'âge à laquelle les enfants devaient suivre une éducation. Mais lorsque les gens nous enlèvent cette éducation, qu'est-ce qu'on met à la place? C'est la réelle question. Et aujourd'hui, le système éducationnel, il faut le repenser et partir des paradigmes essentiels de nos cultures pour, sans renoncer des idées venant du dehors, les réévaluer par rapport à leur conformité avec les aspirations de nos populations. D'accord. Le monsieur a terminé par l'école. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, l'école, c'est l'école qui va libérer l'Afrique. Voilà, je prends un exemple très simple. Voilà Inabo qui est là, qui est juriste. Bien, si Inabo, après les études en Europe, vient en Afrique, et puis maintenant, il se sert du Kukanfunga, qui est la charte du Mandé 1236, où il y a 44 articles qui régissaient, c'est-à-dire qui géraient les populations. Maintenant, il peut s'inspirer de cela, faire sortir peut-être une autre constitution, puis peut-être plus moderne, entre guillemets, où les uns et les autres pourront se reconnaître là-dedans. Mais malheureusement, l'école, les Africains sont à l'école et reviennent copier peut-être ce qu'ils ont appris de leur côté. Et qui ne marche pas forcément, parce que ça ne correspond pas, ce n'est pas forcément adapté à nos réalités et autres. Or, nous avons des besoins, nous sommes un peuple qui a son identité, qui a ses problèmes, qui a ses besoins. C'est là le problème. Or, la décolonisation maintenant devrait permettre aux Africains d'avoir maintenant leur propre école. Sortons même de l'Afrique un instant. Est-ce qu'on ne va pas vers là-bas? Donc voyons, vous savez que les États-Unis n'ont aucune technologie pour fabriquer des voitures de petit gabarit. Les ingénieurs états-uniens vont apprendre cette technologie-là au Japon. Le Japon, c'est une bande de terre. Ils ne sont pas larges. Ils exploitent leur sous-sol. Ils ne peuvent pas faire de grosses voitures parce que l'espace même ne leur permet pas. Ils sont passés premiers en modèle de petites voitures. Aux États-Unis, on s'est dit, tiens, on a beaucoup de fer dans le sous-sol, mais on ne va pas tout mettre dans les grosses voitures. Il faut aussi qu'on apprenne à faire les petites voitures pour les concurrencer. Ils envoient des gens au Japon se former dans ce qu'il faut faire pour connaître les petites voitures. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique est mal partie au lendemain des colonisations parce qu'on a voulu engager un discours individualiste. On ne peut pas se développer sans panafricanisme. Quand ce monsieur parle et qu'il dit en 10 ans la Côte d'Ivoire est devenue tête de locomotive et autres, ce discours-là, je suis ivoirien mais il me fait honte. Il ne me donne aucune fierté. Quand je sais qu'à quelques centaines de mètres de là, on a un pays frère, le Niger, dont le budget national n'équivaut même pas à ce qu'on demande à notre douane de faire entrer ici. Vous comprenez, la pauvreté est contagieuse. Quand ton voisin est pauvre, tu n'évolues jamais. Demandez aux États-Unis pourquoi ils réfléchissent sérieusement à créer un cadre légal et normatif pour faire venir plus facilement les gens de l'Amérique du Sud qui sont plus pauvres. Demandez-leur, c'est le combat de Obama en ce moment. C'est seulement l'unification. Si la Côte d'Ivoire est trop riche et que le Burkina, le Mali, le Niger sont moins riches, disons font partie des pays pauvres, la Côte d'Ivoire va décoller difficilement parce qu'elle aura non seulement à charge ses propres enfants, mais il va falloir qu'elle fasse aussi face au flux incontrôlé de personnes qui viennent de là-bas. Il faut penser Afrique, il faut arrêter de penser Côte d'Ivoire. Très bien. Droit au but, réponse à notre question. Alors, on a pris énormément de choses. Réponse à notre question. Colonisation, décolonisation. A-t-on pu tenir la promesse? Est-ce que il y a eu des acquis? Est-ce que ces acquis-là nous permettent aujourd'hui de tenir, Diop? Oui, on peut dire qu'il y a eu quelques acquis. Déjà, être dirigé par un enfant du peuple, c'est un acquis. Et puis après, c'est un processus. Aujourd'hui, je pense que le continent est en train d'aller vers la décolonisation totale, déjà avec les institutions africaines, comme l'autre le dit, avec les institutions africaines qui marchent, comme l'UEMOA, la CEDEAO, et on attend que l'Union africaine fonctionne très très bien. Dernière réaction au téléphone, Madame Koné, Rivera 3. Bonjour, Madame. Madame Koné est-elle là? Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Allô, Madame Koné, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être si on garde le contact. On vous écoute alors par rapport à la question. Vous avez eu le temps d'écouter les autres. Vous croyez qu'il y a eu des acquis en passant de coloniser à décoloniser, par exemple, et que ces acquis-là nous permettent aujourd'hui de tenir?
Bon, moi, à mon avis, je pense que la décolonisation passe tout d'abord par le conscientisme. Par le conscientisme. Comme le prenait Nkrumah, il faut que chacun prenne conscience de qui il est. Il faut que chaque Africain pense qu'il est aussi supérieur que les autres. Parce qu'on est resté là à se dire non, que oui, on a obtenu les indépendances et tout, mais on marche toujours dans les pas des colons. Voilà, des Occidentaux. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Il faut que chaque être humain, chaque Africain prenne conscience de qui il est, qu'il a aussi une valeur. D'accord, merci beaucoup. Et de l'autre côté, M. Soya, ingénieur de son, nous demande aussi des sorties du complexe d'infériorité. C'est une puce qui a été plantée dans la cervelle et je pense qu'il y a du travail à faire. Voilà, il y a du travail à faire. Alors, nous partons à la conclusion maintenant. Vous croyez que décolonisation, on ne doit pas se dire que ça commence en telle année, ça finit en telle année. On doit nous-mêmes se considérer comme acteurs aussi de cette décolonisation. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il faut dire on peut agir sur les leviers aujourd'hui là où nous sommes. Effectivement, je pense que nous avons tout à gagner, voilà, mais tout réside effectivement dans l'intégration. Parce que la grande partie des problèmes que connaissent nos micro-États aujourd'hui ne peuvent avoir des solutions optimales si ce n'est dans l'intégration. C'est ce pourquoi nous espérons vivement que l'unité africaine puisse fonctionner réellement. D'accord. Mais c'est Siloué, il est étudiant en master de physique. Hein. Oui. Il est le président du club panafricain universitaire. Seydina? Bien, moi je pense que l'insécurité, c'est-à-dire que la colonisation a introduit l'insécurité en Afrique. Alors, donc on ne peut pas se développer dans l'insécurité. Ce qui peut créer la sécurité en Afrique, c'est l'union des États africains. Parce que individuellement, aucun État africain ne peut tenir tête à qui que ce soit. Non, la réponse à la question, est-ce qu'en passant de décoloniser à décoloniser, il y a eu des changements? Si oui, lesquels? Si il n'y a rien eu, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Est-ce que il n'y a pas de changement parce que nous sommes dans la pauvreté. Nous sommes dans la pauvreté parce que pour moi, le développement, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Le développement, ce n'est pas qu'on est libre, entre guillemets, qu'on a des boulevards, ou bien qu'on a une somme d'immeubles. Non, pour moi, ce n'est pas ça qui est le développement. Le développement, pour moi, c'est l'être humain, sa stabilité morale, sa stabilité spirituelle, sa stabilité intellectuelle. Alors, donc, si la peur, l'insécurité... Vous auriez voulu qu'on reste colonisé, qu'on soit encore... Pas du tout, pas du tout, alors, pas donc, du tout. Si vous préférez cette nouvelle situation, c'est que... Attention, Mohamed, je ne vais jamais dans ma vie vouloir qu'on soit colonisé ou qu'on soit sous l'esclavage. Mais je vais dire, la colonisation ou la décolonisation ne nous a pas apporté grand-chose. Parce qu'il n'y a même pas de décolonisation. Jusqu'à peu du contraire, on n'est pas encore décolonisé parce que nous ne sommes pas en sécurité. Je pense que c'est quand nous allons gagner en sécurité que nous allons pouvoir nous décoloniser totalement. Or, on ne peut pas être en sécurité si on reste en état divisé. Voilà, c'était la réponse de Seydina sur la toile. Fatou, si vous permettez, 2 réactions pour terminer. Général Omar Bafix, la vraie décolonisation, c'est celle obtenue par les luttes armées qui conduit à la rupture avec le colon et non celle octroyée comme c'est le cas des colonies françaises. Ça, c'est une position, par exemple, extrémiste que vous combattez, Diop. C'est clair. Aujourd'hui, la violence ne règle rien. C'est vrai que l'Algérie a pris son indépendance avec la guerre, mais après, l'Algérie est dans quelle position aujourd'hui par rapport aux colons? C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout de suite à M. Inabo. En fait, tout va partir de l'éducation et de la responsabilité de nos États à éduquer leurs enfants. Parce qu'il faut des ressources humaines pour pouvoir se décoloniser totalement. Très bien. Il y a des personnes plus pessimistes. Un pasteur Henri, il nous pose la question de savoir est-ce qu'il y a eu colonisation, est-ce qu'il y a eu décolonisation? Nous sommes toujours sous la colonisation et c'est sous une autre forme. Son observation est très intéressante, Mohamed, puisque tu t'apprêtes à me poser, enfin à me passer la parole. La colonisation a pour acteur le colon. La décolonisation a un autre acteur. L'acteur de la décolonisation, c'est l'ancien colonisé. Chacun a sa part de responsabilité. Celui qui était chargé de coloniser a dit « je mets fin à ma partition ». Toi à qui on a donné la liberté, c'est à toi d'entreprendre les actions idoines pour affirmer que tu es décolonisé. À preuve, on ne détermine pas la maturité de quelqu'un à son âge, c'est à son comportement. Il y a des personnes de 50 ans qui se comportent comme des enfants,
tandis qu'il y a des jeunes de 18 ans qui se comportent comme des personnes matures. Il n'appartient pas à l'Europe de nous décoloniser, il nous appartient à nous-mêmes, Africains, de nous décoloniser. Dans la sécurité. Merci beaucoup. Vous avez parlé de sécurité tout à l'heure. On va terminer en jetant un œil sur l'actu du côté du Tchad, en N'Djamena. Notre correspondante est sur place là-bas. Elle se nomme Sonia Nyamkeon, nous la saluons. Double attentat en N'Djamena et un ou deux mots de panafricanistes que vous êtes. On parle d'une vingtaine de morts et aussi d'une centaine de blessés. Seydina. Bon, je parlais justement de sécurité parce qu'il faut reconnaître que la peur est beaucoup installée dans nos sociétés. Donc ça fait que les populations, que ce soit les populations ou les dirigeants, tout le monde vit dans la peur. Personne ne veut perdre sa place parce qu'on voit le mal venir de partout. Et je pense que les Africains doivent arrêter de tout détruire. On doit arrêter ces genres de barbarie, on doit arrêter de s'agresser. On doit se soutenir. On doit vraiment se soutenir et se mettre ensemble. Il nous reste quelques secondes, Diop. Quelques secondes. Hein. On en a parlé ici une fois. Moi, je considère qu'il y a des bandits qui mènent des actes terroristes pour dominer une partie de l'Afrique. Et j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on arrête l'esprit individualiste. Il est grand temps qu'on se mette ensemble pour éradiquer ce genre de comportement. Et je crois que si on se met ensemble, on peut le faire. Il y a quand même beaucoup d'États en Afrique. Si vous voyez. Oui, bien entendu, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui ne fonctionne qu'au travers de la peur des peuples. Et je pense que c'est ce à quoi nous devons faire face. Et faire face à cela, c'est de sortir de nos micro-États et viser une intégration africaine. D'accord. Alors, compassion en tout cas pour... compassion, parce que la vie humaine est sacrée, bien entendu. Très bien. La Côte d'Ivoire s'apprête à lancer un satellite d'ici 4 ans. Pour, nous a-t-on dit, veiller à l'accroissement de la sécurité de nos frontières. J'interpelle l'Afrique et non pas la Côte d'Ivoire à lancer des satellites pour faire ce travail-là. Ça ne sert à rien que moi, Ivoirien, je dorme en paix et que mon frère tchadien meurt jour et nuit. Merci beaucoup, Inabo. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On salue toute l'équipe qui a travaillé sur ce numéro. Nous aurons rendez-vous demain à 13h30 pour parler de l'apport de la culture africaine dans le processus de décolonisation. Et là, on aura Guy Defay et Aubin Manfei comme consultants et aussi d'autres invités seront là pour débattre du sujet. Merci beaucoup à tous. Merci à Silou et merci à Diop. Merci à Inabo encore une fois. Les images étaient à l'affect successif de Vao Richard, Afoué Roland et M. Yacoub, sans oublier M. Crépin Novan. À demain, 13h30 et nos programmes se poursuivent.